Il y a une étrange histoire qui se répète dans le travail, dans une organisation de travail, quelle qu'elle soit, où tout se passe bien, où tout va pour le mieux, assez brutalement, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui lie profondément un individu et son travail? Qu'est-ce qui construit le lien profond au travail? Qu'est-ce que c'est le lien vrai à l'entreprise? Qu'est-ce que c'est que la coopération au travail? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne ambiance de travail? Ça, cette question-là est posée. Qu'est-ce qui dégrade à l'inverse? Qu'est-ce qui peut dégrader l'image de mon travail? Qu'est-ce qui peut dégrader la représentation de soi au travail ou le système de relations au travail ou l'atmosphère de travail? Qu'est-ce qui peut dégrader ça? Et quelles conséquences ça a surtout? Quelles conséquences ont un lien négatif avec le travail? Quelles conséquences ont des mauvaises relations avec le travail ou une mauvaise ambiance de travail? Toutes ces questions sont devenues les questions qui sont le fil rouge de ma profession. Si on pouvait découvrir les réponses à ces questions, on pourrait peut-être avoir l'idée de ce qu'on peut faire de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de simple, d'utile, de pratique, d'accessible de toute cette dimension? C'est d'autant plus utile aujourd'hui qu'on est sûr que la reprise est là, mais l'engagement. Ne nous trompons pas, depuis une vingtaine d'années, malgré les fluctuations de la vie économique, quelque chose de plus profond a changé. C'est le lien et l'engagement que nous avons vis-à-vis de la question du travail. Le lien au travail est troublé, il devient plus confus, plus complexe. Et c'est vrai que les causes de motivation au travail ne sont plus les mêmes. On n'avance plus à la carotte et au bâton. Ça ne fonctionne plus de la même façon. C'est vrai qu'on avait vu apparaître des troubles qui étaient liés au travail. Il y avait des troubles qui étaient liés au fait qu'on était submergé de travail. C'est vrai que le travail est une situation très particulière. C'est la rencontre de gens qui ne se sont pas vraiment choisis pour faire des choses qu'ils n'ont pas réellement décidées. Alors c'est vrai que traditionnellement, vous voyez apparaître des troubles qui étaient de l'ordre du surmenage, de la fatigue, du stress, de la dépression. Mais aujourd'hui, on voit apparaître d'autres troubles. C'est ce qu'on appelle les troubles de rupture. Comme ça, assez brutalement, apparaît l'impossibilité de travailler. C'est ce qu'on appelle le burn-out, ou un ennui profond vis-à-vis du travail, ou une incompréhension totale du sens du travail. Et puis même avec des risques suicidaires, et puis des effets de désengagement qui sont assez importants. Les troubles de rupture de sens nous alertent sur le changement de paradigme dans le lien au travail. Quelque chose dans le lien au travail a changé. Et pour comprendre ce qui a changé dans le lien au travail, il faut revenir aux mécanismes qui sont à l'origine du lien au travail, pour en saisir le mode d'expression contemporain qui n'est pas celui d'il y a une dizaine d'années. Alors comment accéder au nouveau paradigme du lien au travail? Il faut sortir des idées reçues. Alors, il y a deux idées reçues importantes qui me paraissent autour de ça. On pense de façon générale que c'est l'entreprise qui doit fournir le sens du travail. Eh bien non. Je pense que ce n'est pas à l'entreprise de fournir le sens du travail. Le sens de l'entreprise, c'est de créer la richesse, de fournir des emplois et de développer les questions du métier. Mais alors, qui doit fournir le sens? Ceux qui doivent fournir le sens, ce sont les institutions. Les institutions, premier type d'institution, la famille, l'école, l'éducation, l'État, ou même des institutions idéologiques comme les partis politiques ou les syndicats. Malheureusement, toutes ces institutions ne sont plus présentes. Elles sont plus présentes de la même façon. Elles ne représentent plus les mêmes points de repère que ce qu'elles faisaient autrefois. Donc ces espèces de murs que représentaient les institutions pour nous renvoyer les réponses à nos questions, qu'est-ce que je ferai plus tard, dois-je continuer à travailler, dois-je continuer ainsi, ne sont plus présentes pour pouvoir fournir suffisamment de réponses. Alors si ça n'est pas à l'entreprise de fournir le sens du travail, par contre, en attendant que les institutions retrouvent leur rôle de travail, eh bien, il va falloir qu'elles prennent un petit peu le relais. En attendant que le système se stabilise, il est donc important que l'entreprise se situe comme fonction de sens. L'entreprise, je veux dire, le manager et les équipes de travail. Une deuxième idée reçue. On pense traditionnellement que le travail est quelque chose d'externe à l'homme, quelque chose qui va s'imposer à l'homme, quelque chose qui apparaît comme une contrainte externe à laquelle qu'il va bien falloir accepter. On pense d'ordinaire que le travail est quelque chose qui va venir de l'extérieur pour fournir, alors ça peut être une contrainte, mais qui peut aussi fournir des dimensions enviables, des dimensions recherchées, la richesse, la fortune, la reconnaissance.
On pense d'ordinaire que le travail est une obligation externe liée à des besoins fondamentaux de survie, de confort, de socialisation. Mais pour l'humain, la question des besoins, de tout ce qui vient de l'extérieur comme ça, est quelque chose qui va très rapidement être transformé. Ce n'est pas seulement des besoins, très vite ce besoin va devenir une demande et cette demande va devenir un désir. Pour synthétiser un peu tout ça, il y a une formule que j'utilise assez souvent, qui est une façon de dire, dans la vie, qu'est-ce qui est important? Méfiez-vous des gens qui vous disent ce qui est important dans la vie et rappelez-vous que c'est à vous de décider. Mais voilà mon opinion. Dans la vie, il y a deux choses importantes. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est le travail. Alors, je vais vous donner ma définition de l'amour. L'amour, c'est du désir, on le comprend. Hein. L'amour, c'est du désir comme il s'exprime à l'égard d'un autre et de son manque supposé. Tu es ma moitié d'orange, sans toi ma vie ne serait rien, que serais-je sans toi, qu'un rêve à la dérive. Enfin bref, tout ce qu'on dit les tout premiers temps de la rencontre. La question du travail, c'est un petit peu autre chose. Le travail, c'est du désir aussi, comme il s'exprime à l'égard des autres, il y a la dimension collective, et de leurs attentes supposées. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'une et l'autre des choses, l'amour et le travail visent toutes les deux la survie de l'espèce, la multiplication des individus dans un cas, et surtout la survie de tous ces individus dans l'organisation sociale qu'on va appeler le travail. Une meilleure connaissance de cette énergie qui fournit à la fois l'amour et le travail va permettre justement d'en savoir davantage sur la façon dont on peut utiliser cette nouvelle connaissance. Je vous rappelle cette connaissance, le travail est une tension interne. Ça n'est pas seulement une obligation sociale qui s'exprime vis-à-vis de l'individu, c'est aussi quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est posé anthropologiquement par une tendance irrépressible à l'activité pour la survie de l'espèce. Cette énergie interne du travail, elle a été très étudiée et on en connaît les caractéristiques principales. Première caractéristique de cette pulsion, de ce désir de travail, de cette énergie disponible pour le travail, ça doit sortir, ça doit s'exprimer. Il faut que ça s'exprime. Si on ne permet pas de l'exprimer, à ce moment-là, il se passe quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle la dépression. Mettez quelqu'un dans un placard doré, en moins d'une semaine, il sera complètement déprimé. Deuxième caractéristique de cette énergie liée au travail, c'est ce qu'on appelle l'impression. On avait l'expression, il y a maintenant l'impression. C'est-à-dire que ça doit s'imprimer, ça doit laisser une marque dans le paysage. Il faut que ça se voie pour que ça puisse devenir significatif. Troisième caractéristique, cette énergie de travail est toujours liée à quelque chose qui va la réguler. Cette chose qui va la réguler, ça s'appelle l'angoisse. Il y a du désir de travail, il y a aussi de l'angoisse qui est forcément liée. En effet, cette angoisse qui est tellement décriée, qu'on veut tellement éviter, en fait, elle a un intérêt majeur, c'est celui de faire de la régulation de l'énergie qui est disponible pour le travail. Une dernière caractéristique de cette énergie de travail, c'est qu'elle doit se confronter à l'énergie d'un autre. C'est extrêmement important. Je veux dire, il n'y a pas de désir qui s'exprime tout seul. Cette pulsion de travail, cette énergie de travail, elle doit être confrontée à l'énergie d'autres qui ont une énergie similaire et avec lesquels il va falloir négocier. En fait, cinquième caractéristique de cette énergie de travail, elle doit s'inscrire quelque part dans des lois, dans des textes de loi, elle doit s'inscrire dans des ouvrages, elle doit s'inscrire dans des œuvres d'art, elle doit s'inscrire dans des productions, bien sûr des productions matérielles qui sont l'essence même du travail, mais aussi dans des productions qui la décrivent. C'est ce qu'on appelle la dimension symbolique de cette dimension pulsionnelle. Alors tout cela, le fait de faire du travail une énergie interne a plusieurs conséquences. La première conséquence, ça va faire de tout manager un interlocuteur majeur chaque fois qu'on est en situation de travail. L'autre pour lequel on travaille, c'est soit une institution, mais très souvent elle est représentée par une personne, et cette personne va avoir de l'importance. Autre conséquence de cette dimension, c'est qu'on ne peut pas fabriquer du désir ou de la motivation au travail comme on fabrique des pâtes. Il va falloir effectivement juste savoir que cette énergie est présente et qu'il va falloir lui offrir les meilleures conditions pour qu'elle puisse s'exprimer ou s'imprimer. Encore une conséquence de cette dimension,
l'individu et le collectif ne peuvent pas être séparés dans ce domaine. Je veux dire, chaque fois qu'il y a l'expression individuelle du désir de travail, cette expression doit se confronter à l'expression du désir de travail d'un autre. Encore une conséquence, on ne les a pas toutes épuisées, mais cette énergie de travail, comme toute énergie, elle n'est pas inépuisable. C'est-à-dire qu'il va falloir la préserver, il va falloir l'entretenir, il va falloir en connaître les caractéristiques pour pouvoir en prendre soin et pour ne pas l'épuiser. Eh bien, le passage d'une culture de la discrétion habituelle dans le travail, si quelqu'un a des problèmes ou qu'il a du mal à travailler, on préfère ne pas lui poser de questions, doit laisser la place à une culture de la vigilance. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ceux qui travaillent. Il faut porter de l'attention, porter du soin, comme je le disais à l'instant. Porter du soin à la question du lien au travail, voilà qui est essentiel. On ne peut pas se contenter pour ça de baromètre social, il faut aussi mettre en place un système de mesure continue du niveau de lien positif que chacun entretient avec le travail. Une toute dernière conséquence peut-être, c'est que sans doute la parole et le langage seront les instruments majeurs du management. C'est ce qu'on appelle cette dimension symbolique de l'inscription. Eh bien, ça veut dire que dire les choses, parler les choses, échanger sur les choses du travail seront des instruments essentiels dans la dimension habituelle du travail qu'on appelle le management. Dès qu'on est deux, il y en a un qui manage. Voilà, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Au travail, il faut trouver le moyen d'articuler le désir des uns et le bien-être de tous. Aujourd'hui, c'est devenu totalement essentiel. On ne sait pas comment faire. Eh bien, réfléchissons, revenons aux dimensions essentielles du travail. Le travail, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. C'est pas quelque chose qui se construit de façon extérieure. C'est quelque chose dont on doit prendre soin. C'est un peu comme une plante, c'est quelque chose de vivant. Le désir, pulsion, énergie de travail est quelque chose de vivant. On en était là, dans cette découverte d'une nature différente au lien au travail. Le travail n'est pas qu'une obligation, c'est aussi quelque chose de l'ordre d'une énergie interne. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ça et qu'est-ce que ça change. C'est vrai que ça change des choses dans la façon de penser le travail, ça doit changer des choses aussi dans la façon de manager et d'organiser son lien au travail. Comment ces orientations particulières qui ont été présentées sont-elles perceptibles dans l'entreprise? C'est ça la question. Il y a un premier signe qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la susceptibilité professionnelle. Sur la question du travail, sur la question de mon travail, il y a des choses dont je n'aime pas qu'on parle. Il n'y a que moi qui ai le droit de dire des choses. Si on pense que je ne connais pas mon travail, c'est une vexation qui est très très importante. Chaque fois qu'il y a ce type de susceptibilité, un psychanalyste vous dira « Oh là, il y a une question d'identité ». Alors c'est vrai que le rapport au travail, la relation au travail est un facteur très très important d'identité. Il n'y a pas que lui. Il y a toutes sortes d'identités. Le corps et les remarques faites sur le corps sont souvent des remarques vexatoires. Les remarques faites sur la famille peuvent être aussi extrêmement sensibles, ou sur nos opinions politiques, ou sur nos opinions religieuses. Ça aussi, c'est vecteur d'identité. Mais sur le travail, c'est particulier quand même. On n'a pas le droit de dire du mal du travail. La moindre remarque peut être très très mal prise. Donc, l'identité professionnelle, c'est la synthèse concrète vécu, qui peut être vécu tous les jours, de ce qu'on appelle précisément cette dimension interne du désir de travail, qui est marquée par, d'une part, l'importance qu'on y accorde, et puis l'expérience qu'on en a tous les jours. Alors évidemment, parler de l'identité professionnelle, qui est la seule chose à laquelle un manager est véritablement affaire dans son travail de management. L'identité professionnelle, comment on peut en parler? On peut en parler de façon philosophique. D'ordinaire, je me sers d'une espèce de métaphore. C'est la métaphore de la montgolfière. Voilà, vous imaginez une montgolfière. Alors, pour dire simplement, on a le même travail, il y a le même rapport entre un individu et son travail qu'entre un aérostier et son aérostat.
Alors pourquoi je dis ça? Ça c'est juste la métaphore. Hein. Alors, d'abord parce que, comme pour le travail, l'aérostat, c'est-à-dire la montgolfière, n'est pas une partie organique de l'individu. C'est vraiment quelque chose qui lui est plutôt externe, c'est un véhicule. Mais ce véhicule a beaucoup d'importance. On attend en particulier pour le travail que ce véhicule nous élève ou au moins nous maintienne au même niveau. Quand ça commence à baisser, c'est que quelque chose ne va pas. Donc c'est ça qu'on attend du travail, c'est ça qu'on attend d'une montgolfière aussi, évidemment. Évidemment, cette montgolfière, on attend qu'elle ait des belles couleurs, qu'elle soit intéressante, qu'elle puisse avoir une certaine notoriété, ou qu'elle puisse être composée de différents panneaux de couleurs. Ces différents panneaux sont à la fois notre histoire avec le travail, ce qu'on disait du travail dans la famille, et puis aussi les différentes expériences qu'on a pu en avoir, y compris celles de nos études, par exemple. De la montgolfière, on attend aussi, et du travail de la même façon, on attend beaucoup de choses. Imaginons qu'on coupe brutalement le lien entre un aérostier et son aérostat. S'ensuit un effet qui a beaucoup à voir avec la gravitation universelle et dont le résultat arrivé n'est pas forcément très joli à voir. De la même façon que lorsqu'on est brutalement séparé de son travail, eh bien, les conséquences peuvent être psychologiquement très très importantes. Alors, imaginez les choses, vous voyez, cette montgolfière-là, comme le travail, quand elle monte, ça va bien, quand elle est stationnaire, ça va bien, quand elle descend, ça va moins bien. Mais l'individu, l'aérostier qui est à l'intérieur de la montgolfière, il n'est pas simplement passif. Il a à sa disposition un certain nombre d'outils pour pouvoir, quand quelque chose se passe mal et que la montgolfière descend, pour pouvoir compenser. Hein, c'est en général ce qu'on appelle le brûleur, avec une bouteille de gaz qui fournit de l'énergie, et ce brûleur va permettre de remettre de la chaleur au sein de l'aérostat pour pouvoir le faire remonter. Eh bien, dans la métaphore, le brûleur porte un nom, il s'appelle l'effort. Et l'enjeu de tout manager va être de maintenir pour lui et pour tous les membres de son équipe une certaine capacité à l'effort. Alors, comment est-il possible qu'il le fasse? Tout ça peut paraître théorique. On peut se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. En réalité, l'identité professionnelle, je l'ai déjà dit, est quelque chose, la seule chose à laquelle est affaire un manager en situation de management. J'ai dit aussi qu'il devait prendre soin de cette identité professionnelle. Car l'identité professionnelle est fragile et elle est essentiellement sensible à des excès d'anxiété. L'anxiété au travail, il n'y en a pas forcément, mais si, il y en a toujours. L'identité professionnelle est très sensible aux excès d'anxiété qui sont créés par des atteintes externes, par exemple des remarques désobligeantes de la part de collègues ou de responsables, par des doutes, par des pertes d'énergie, par des difficultés personnelles, par des attaques verbales, par des paradoxes, par des contradictions, par des choses qui ne sont pas claires, par des relations qui sont toxiques ou par des déceptions ou même par des atteintes personnelles comme la dépression ou des soucis familiaux. Il y a aussi des atteintes traumatiques de l'identité professionnelle, c'est ce qu'on appelle les SCUD, c'est-à-dire des attaques violentes de l'identité professionnelle exercées par toutes sortes de personnes sont possibles dans l'entreprise. L'identité professionnelle est très sensible au contact avec des personnalités difficiles, avec des personnalités toxiques, avec des personnalités étranges. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui change la nature de la relation au travail. Alors, c'est sur l'anxiété qu'on devra se centrer quand on est manager. L'anxiété atteint l'identité professionnelle. Celle qui atteint l'identité professionnelle, elle est liée aussi à des carences de ce qu'on appelle la fonction symbolique. Alors c'est quoi la fonction symbolique? C'est quelque chose dont on a besoin tout le temps. On a besoin, en toute situation d'existence, et en particulier pour celle du travail, de savoir d'où ça vient, c'est la question de l'origine, où ça s'arrête, c'est la question des limites, et jusqu'où ça va, c'est la question des repères. La question majeure du manager va être surtout de savoir comment apporter en permanence des repères symboliques suffisants dans tous les cas des situations de travail. C'est important pour faire baisser le niveau d'anxiété et préserver l'identité professionnelle. Alors, finalement, c'est une tâche qui est relativement simple. Il suffit pour ça d'apporter ou de s'assurer qu'en toutes circonstances, il y a des repères symboliques suffisants
En particulier, ces repères symboliques sont au niveau du discours. Est-ce que le discours est clair? Est-ce que l'autorité dont on fait preuve est cohérente? Est-ce qu'elle est équilibrée? Et est-ce que le projet dans lequel tout le monde est impliqué est suffisamment ou reste suffisamment intéressant? Les fonctions symboliques, c'est bien tout ce qui fournit des limites, des repères, une origine. D'où ça vient et jusqu'où ça va. C'est un élément sur lequel on doit avoir à l'esprit en permanence des ébauches de réponses ou des réponses complètes d'ailleurs. Les repères symboliques humains sont très simples. Enfin, on les connaît bien en tout cas. Il s'agit de la parole, du langage, de l'organisation, de la loi et de tout ce qu'on appelle les signifiants, c'est-à-dire de l'accord entre ce qui est dit et ce qui est fait. C'est comme ça qu'on peut les définir le plus rapidement possible. Des fonctions symboliques sont nécessaires au travail, donc je l'ai dit, autour du discours, c'est la parole, autour de l'autorité, c'est-à-dire la limitation des champs de chacun, et puis autour de la question du projet d'équipe, c'est-à-dire de ce qu'on fait ensemble. Une façon synthétique et efficace pour préserver l'identité professionnelle, c'est de prendre soin en continu, ou à peu près en continu, en tout cas de façon très régulière, de l'ambiance de travail, et pour ça fournir des repères symboliques. S'il faut quelque part lutter contre les risques psychosociaux et assurer la qualité de vie au travail, c'est là que ça commence. Et bien voilà, j'ai essayé de partager avec vous les bases des concepts qui servent notre démarche. Si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, les 2 livres que j'ai écrits à ce propos aux éditions Elsevier Masson. Merci et à bientôt.